Bonjour, c'est Alice. Alors aujourd'hui, je voulais parler de Stroganoff, donc qui est un jeu d'Andreas Steding qui a fait notamment une Satotonica, c'est son principal jeu, mais aussi d'autres trucs assez sympas. Voilà. Et donc qui est arrivé il y a relativement peu de temps en français et en VO. Il y a eu un petit couac sur l'éditeur dans sa livraison, donc il était censé arriver pour Essen dernier, et ils avaient que quelques boîtes qu'ils ont vendues à Essen bien avant que les backers aient accès au jeu, ce qui a fait grogner un petit peu des gens. J'en reparlerai peut-être en fin de vidéo. Et sinon, donc, c'est un jeu donc, de gestion assez tactique avec de l'opportunisme, sur sans arrêt le fait de se piquer des actions, et ça reste de l'Eurogame, ça reste un jeu assez lourd. Quand on lit les règles, il a l'air assez simple. En fait, la base des règles est vraiment s'inspire un peu, disons, j'ai envie de dire, un peu de jeux familiaux avec de l'opportunisme, où à chaque tour, on va se déplacer d'une ou deux cases, ou plus en payant des chevaux, qui sont la principale monnaie du jeu, pour aller faire une action de base sur place, souvent chasser, c'est-à-dire récupérer des ressources. Puis après, on va pouvoir faire une action principale sur place, donc soit on répète une action basique, soit on va récupérer la tuile qui vaut beaucoup de points, interagir avec le village qui permet une action un peu particulière, ou récupérer un objectif, ou poser des avant-postes qui nous permettront plus tard de jouer sur la zone sans y être. Et une fois qu'on a fait ça, on peut potentiellement payer une fourrure pour refaire une action basique ou avancée de plus. Puis c'est au joueur suivant. On joue comme ça chacun, de celui qui a été le plus loin vers celui qui a été le moins loin. Donc celui qui est en avance continue à jouer premier. Et à moins de se faire doubler. Et comme ça, on va jouer donc 3 saisons. À la fin, on fait un petit décompte pour l'hiver, pour savoir qui est devant, pour gagner des points de saga, pour regagner des revenus en chevaux, tout ça, pour réentamer une saison suivante. On fait ça 4 fois et ça donne la partie. À la fin de la partie, celui qui a le plus de points a gagné. Donc le schéma de jeu, il est assez simple. Et il laisse donc évidemment la part belle aux opportunités avec différentes petites courses locales comme un peu plus globales sur le fait d'aller vers l'Est en permanence, le fait d'avoir des trucs qu'on veut sucrer aux autres ou des opportunités dont on veut profiter. Il y a sans arrêt une question de réadaptation que moi je trouve assez plaisante. Donc ça, il faut aimer. C'est un jeu qui est plutôt tactique que sur du développement. Il y a quelques éléments de développement sur les revenus qu'on va avoir, sur là où on va mettre des avant-postes, sur les petits pouvoirs qu'on va récupérer via les cartes objectifs, qui vont faire que la quatrième année ne se passe pas comme la première. Mais globalement, c'est beaucoup un jeu de qu'est-ce que je peux faire là maintenant, qu'est-ce que je prévois de faire dans 1 ou 2 tours, comment je me laisse des billes pour bien réagir à ce qui se passe, est-ce que j'ai envie de m'épuiser tout ce que j'ai là pour saisir ce truc, quitte à me faire enfler derrière. Donc ça, c'est un peu la base du jeu. Je trouve qu'on retrouve un peu ce même esprit dans Transcontinental dont j'ai parlé récemment, qui est un gros jeu tactique, en gros. Contrairement au gros jeu vraiment plus développement. Voilà. Du coup, il y a plein de choses qui sont originales dans ce jeu, la manière de récupérer les fourrures donc de haut en bas, les petites courses un peu partout, les échanges qu'on peut faire à tout moment, les manières de faire des points de saga en fin de manche pour faire des points de victoire. Donc c'est plein d'éléments qui sont relativement classiques mais qui s'imbriquent tous de manière chouette, vraiment. Euh, avec, avec différents éléments qui vont très bien marcher. Donc sur notre plateau personnel, on peut faire des trophées. Plus on fait de trophées, meilleur on a des récompenses. Donc ça aussi, c'est un petit côté qui nous spécialise, mine de rien. Donc on a des spécialités. Pareil sur les territoires, quand on commence à en prendre, on a envie d'en avoir 3 ou 4 différents pour avoir plus de points. Quand on fait des objectifs, il y a des pouvoirs qui vont forcément orienter un peu la suite de notre partie. En phase B, il y a des objectifs qui vont nous rapporter des points, donc là ça va aussi jouer en fonction de nos orientations précédentes ou nous orienter. Je pense qu'une fois qu'on connaît un peu mieux le jeu, moi au bout de quelques parties, je joue quand même un peu en fonction. On sait quel type d'objectif existe en période 2 et donc on peut jouer un petit peu pour se dire qu'on visera peut-être tel ou tel objectif. Donc il y a un peu d'orientation, mais le gros de la réflexion va être dans la tactique. Et c'est là qu'il y a le principal défaut du jeu, c'est que les tours peuvent être un petit peu longs. Parce que du coup, ce qu'on va faire, on va, mine de rien, il y a un déplacement et 3 actions à faire à notre tour, ça paraît pas énorme, mais comme on les coordonne et qu'en plus on peut faire des échanges un peu partout, ça fait pas mal de trucs à faire à notre tour qui peuvent être potentiellement assez puissants, qui sont relativement imbriqués entre eux, qui nous donnent des opportunités qui sont relativement longs à résoudre, tout bêtement, le fait de piocher dans le sac, de tout ça, ça prend un petit peu de temps, et qui vont dépendre des opportunités laissées par le précédent. Donc souvent, on a une idée de nos options avant, de ce qu'on aimerait bien faire, mais on a envie de se réadapter, et ça arrive que les tours soient longs, surtout plus tard dans la partie. Au tout début de partie, vu qu'on n'a pas trop de ressources devant nous, il se passe moins de choses possibles. Du coup, il y a tous ces éléments-là qui font que ça peut déplaire
parce que il y a un côté un peu calculatoire pendant son tour. Deux, il faut réussir à optimiser l'enchaînement des 3-4 actions, qui n'est pas purement du développement, qui a un côté un peu froid peut-être potentiellement, et qui peut être un petit peu long. Donc ça peut rebuter des joueurs. Moi, je trouve ça absolument pas gênant, parce que même si les tours des fois sont un petit peu longs, on reste bien dedans, à évaluer différentes options, à se demander ce qu'on va pouvoir faire. Enfin voilà, moi, je me suis pas ennuyée globalement. Et en plus, moi je pense que... Ah oui, autre point, je pense que vraiment sa bonne config c'est 4. J'y ai pas joué à d'autres configs très honnêtement, mais point de vue de ce qui se passe, point de vue de... Si, j'ai joué une fois à 3. Vraiment de point de vue du rythme de libération, des opportunités, des différents territoires, de la course, de la course vers l'est et de toutes les petites courses qui se passent au milieu, je trouve ça vraiment très bien à 4. Et je pense que c'est bien pour y jouer à 4. Il y a un mode solo, ça se joue de 2 à 4, voilà, même de 1 à 4. J'ai pas trop testé, je crois que j'ai fait une partie à 3 et j'ai trouvé ça un peu moins bien. Y a... Après ça, il y a vraiment un gros côté combo, mais c'est pas des combos avec... Alors, on a un peu des contrats à remplir de temps en temps, mais les contrats, c'est toujours qu'un seul type de fourrure, qu'on repère un peu où est-ce qu'ils sont pour aller les chercher, comment est-ce qu'on va les chercher, comment on s'assure de les avoir, comment on se dit qu'on va peut-être jouer sur le fait de peut-être les avoir, peut-être faire autre chose. Il y a des choses comme ça, donc c'est pas trop ce que moi j'aime moins, qu'il y ait des contrats par combinaison de ressources qu'il faut aller produire à droite à gauche, voilà. On a des objectifs court et moyen terme relativement clair. La manière de comboter, moi je trouve ça assez jouissif. On a des tours où vraiment on va pouvoir faire ça, puis ça, puis ça, puis un peu comboter nos trucs et se demander comment ça se passait. C'est vraiment très cool. Et il se passe des choses pour de vrai pendant les tours des joueurs d'une partie à l'autre, sur les territoires qu'on va pouvoir prendre. Voilà, le schéma est relativement similaire d'une partie à l'autre. Il y a des choses qui changent, mais on reste dans des principes un peu établis. Il y a des phases asymétriques, je les ai pas jouées, elles m'ont pas inspiré plus que ça quand je les ai regardées. J'en ai fait, je pense, 5-6 parties de ce jeu. Un jour, j'ai tenté les phases asymétriques, mais elles me paraissent peut-être un peu moins bien, et notamment, ça joue beaucoup sur... on va avoir des trophées en fait devant nous, c'est une des actions possibles, et on va devoir en gros rendre les fourrures, chacune des fourrures qui existent dans le jeu, les unes après les autres, pour obtenir des bonus qui sont de mieux en mieux, sachant qu'on peut toujours prendre des bonus précédents. Et sur la phase B, ces pistes-là sont assez différentes d'un joueur à l'autre. Il y a potentiellement un peu d'autres trucs, je crois qu'il y a des pouvoirs. Et je sais pas, ça m'a pas inspiré quand j'ai regardé, mais peut-être que c'est bien. J'essaierai un jour, quand même il faudra. Une petite remarque, donc moi sur un défaut du jeu que je trouve et que je pense que la prochaine partie, ça fait plusieurs fois que ça me fait râler, on va faire une règle maison. Les ours, c'est des grosses fourrures à 8, donc en fait quand on va récupérer des fourrures, c'est pas tellement qu'il y a des fourrures qui sont plus chères que d'autres, c'est juste que va y avoir un territoire sur lequel les fourrures vont être mises par ordre 300, et quand on chasse, on récupère les fourrures d'en haut. Si on veut chasser des trucs plus loin, il faut dépenser des chevaux. On peut chasser 1 ou 2 tuiles d'un coup, et potentiellement jusqu'à 3 fois l'action de son tour. 3 fois c'est beaucoup, mais voilà. Donc s'il y a des grosses fourrures au bout, en général on paye pour aller les chercher, mais des fois on veut les petites aussi. Les ours à 8, donc quand elles sont grosses, elles se changent plus facilement contre d'autres fourrures, principalement, c'est ça la différence. Les fourrures à 8 rapportent des points de saga quand on les chasse. On a chassé un ours, c'est glorieux. Du coup, ça va nous donner des points qui vont nous permettre de se dépenser à autre chose. Du coup, il y a une vraie course à l'ours sur le plateau qui est intéressante. Ce que j'ai moins aimé et qui est vraiment spécifié dans les règles, j'ai vérifié plusieurs fois, c'est que quand on récupère un ours, quelle que soit la manière, donc y compris si on l'échange au marché, y compris si on le tire dans le sac, on récupère 2 points de saga. Et ça, c'est un peu du gros loto, parce que on a rechargé le marché, il y a un ours, du coup, ça vachement bénéficiaire. Et point de vue thématique, c'est un peu bizarre, parce que bon, ok, on a une fourrure d'ours, mais on l'a pas chassé, quoi, c'est quand même beaucoup moins glorieux. Et du coup, ça permet trop souvent d'atteindre le bout de cette piste saga, parce qu'en fait, quand on atteint la piste saga, elle sert à obtenir des effets lors de la phase hiver, qui vont nous coûter des points de saga. Quand on atteint les 12 points de saga, on va pouvoir les dépenser pour faire un effet tout de suite, qui va rester en jeu, donc qui va pas l'enlever pour les autres. On peut atteindre ces 12 de différentes manières, parce qu'il y a différentes types d'actions qui vont nous donner des points de saga, qui vont nous permettre donc de jouer là-dessus plus que ce qu'on est censé, disons, plus qu'une fois par tour. Et le fait de chasser les ours en fait partie. Il nous permet aussi de monter notre jauge pour pouvoir payer des trucs intéressants en fin de tour. Quand on les a un peu gratuitement au marché ou dans des choses comme ça, j'aime pas trop l'effet que ça donne. Donc ça, ce sera une mini-modif de règle pour la prochaine partie. Sinon... Donc moi j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est vraiment recommandé à ceux qui sont pas du tout allergiques à ce truc un peu tactique, comme Transcontinental dont je parlais récemment là, qui a aussi cet aspect assez tactique plus que vraiment développement, peut-être encore plus présent dans Transcontinental que là.
avec plein de petites interactions de partout. On regarde ce que font les voisins quand même. On regarde qui est-ce qui est proche de nous, qui est-ce qui peut nous doubler, comment ça va se passer, est-ce que lui il veut une fourrure particulière et du coup il vous laisserait peut-être l'autre. Ce genre de choses, c'est pas que de l'interaction subie, du tout. Quand on laisse un territoire vide, parce qu'en gros plus un territoire a de fourrure dessus, plus ça va être difficile de récupérer le territoire pour ses points et ses bonus. Quand on laisse un territoire vide, qui est-ce qui peut le prendre? Est-ce que ça lui laisse vraiment une opportunité de ouf que sans ça il aurait pas eu? C'est des questions qui se posent. On joue relativement souvent contre le suivant, mais c'est plutôt le suivant dans l'ordre du tour, et l'ordre du tour c'est l'ordre d'avancée sur la piste d'ouest en est, donc c'est pas juste le joueur suivant dans l'ordre du tour de la table. Ça donne quand même un intérêt là-dessus, et en plus c'est pas toujours vrai, parce que selon les intérêts, c'est pas toujours exactement avec les mêmes joueurs que ça va interagir. On a envie de se doubler, on peut se doubler des fois, et c'est... voilà. Donc, un cœur du jeu tactique interactif, pour un jeu avec des règles qui sont simples et où la réalisation est beaucoup plus complexe et lourde que ce que ça a l'air, qui peut être peut-être un petit peu froid, qui a des illustrations magnifiques quand même, ça je le dis, moi j'adore le style graphique et c'est vraiment très très beau. Ça assume son thème de chasse qui est pas à la mode et voilà, donc clairement c'est le thème du jeu, hein. On chasse de la belette pour en faire des peaux, on fait que de la peau d'animaux dedans. Et à force d'avoir totalement épuisé le terrain et d'avoir surchassé, le terrain devient moins cher. Donc c'est l'idée du jeu. Point de vue des petits défauts, l'icono est vachement bien fichu au final, quasiment vachement bien fichu. Donc ça, c'est ce qu'on trouve là au-dessus du plateau, c'est un résumé de tours qui est assez bien fait, sauf que les flèches, on peut se déplacer jusqu'à 5 cases et il n'y a pas de chiffre, il faut aller compter les petites flèches qui s'accumulent sur un truc comme ça. Et ensuite, les 3 actions à faire sont écrites sur 2 lignes, plutôt que 3. Donc c'est un peu du coup le bazar. Et il y a des trucs qui sont marqués à gauche et à droite des actions, donc par exemple sur l'action de base ici, il y a un point d'exclamation chasse qui fait ça, ça en fait, ça vient préciser une des actions basiques possibles, mais qui ne sont pas toutes les actions basiques. Donc pareil sur les actions de marché qui sont à un autre bout du plateau, qui sont par là-bas. Et les actions d'échange, donc combien le fait de pouvoir notamment rendre une peau en joker pour un sou, c'est marqué encore à un autre bout du plateau. Donc toutes les infos y sont, et elles sont bien fichues, mais elles sont pas été mises au bon endroit. Donc ça c'est un petit peu dommage. Une fois qu'on le sait, qu'on s'est bien repéré, ça aide quand même vraiment beaucoup à savoir ce qui se passe. Ça aurait peut-être mérité, et ça peut facilement se faire, d'avoir un petit cube pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre tour, notamment est-ce qu'on a fait 1-2 actions pour que les autres puissent un peu suivre aussi où est-ce qu'on en est. À mettre donc sur cette espèce de piste là. Voilà, donc les règles sont simples, la réalisation est plus compliquée. C'est un gros jeu, c'est un vrai gros jeu pour joueurs, même si les règles sont assez simples. Voilà. Et donc ouais, ces petits défauts d'ergonomie qui sont relativement mineurs, parce que derrière par contre les symboles sont bien fichus, il y a plein de choses qui sont bien, les infos sont juste pas au bon endroit et c'est frustrant pour un truc où ils ont pensé à faire des iconos qui en plus s'inscrivent bien dans le thème, etc. Voilà, donc c'était... Ah oui, ici quand même. Je voulais parler du point qui fâche un peu, donc sur la sortie du jeu. Donc ça n'a rien à voir avec le jeu en tant que tel, mais donc Game Brewer, ils n'ont pas eu leur prod, et je pense qu'ils ont été beaucoup trop optimistes sur ce qu'ils ont annoncé. Ils avaient prévu d'avoir leur prod pour SN, et c'était pas du tout le cas. Ils ont fait quelques boîtes, donc il y avait des boîtes de luxe et des boîtes de base. La différence entre la de luxe et la de base, je crois qu'il n'y a pas grand chose. Je crois qu'il y a surtout ces petits pions qui sont très moches de chevaux, qui servent de monnaie, qui sont remplacés par des pions en bois dans la version de luxe, donc ça a l'air mieux. Après le reste est très beau et dans les deux versions. Et donc ils avaient prévu de faire leur sortie pour SN, ça n'a pas été le cas, et ils ont fait le choix de faire venir quelques boîtes par avion pour pouvoir vendre des versions standards sur SN pour que le jeu puisse commencer à être un peu diffusé avant de livrer aux backers. Et notamment, je crois que c'est arrivé en avril, les boîtes là à ceux qui étaient sur le Kickstarter, et les Deluxe sont arrivés après les standards. Et ça a fait beaucoup grogner, et notamment avec des choses du genre c'est inadmissible, un appel au boycott, le fait de dire qu'ils achèteraient plus chez eux, etc. Je trouve ça un peu rude, dans le sens où, déjà, là on est vraiment dans un côté d'un éditeur qui a vécu une situation difficile à un moment, qui a mal géré, ça il y a eu de la mauvaise gestion, j'en doute pas, mais qui a tenté de faire quelque chose, et tenté de faire vivre son jeu en fait, et ça a été vraiment vu comme une plateforme de précommande, d'exclusivité, et de... Alors c'est pas le cas de tous les commentaires qui ont été faits dessus, hein, mais... un peu de pourquoi est-ce que vous essayez de survivre plutôt que de me donner mon exclusivité. Et
ça, je trouve ça quand même assez violent comme discours, parce que là, on parle, c'est pas une plateforme de précommande, c'est souvent utilisé comme ça, mais c'est de base un financement collaboratif pour faire quelque chose. Alors, ça peut être super frustrant de ne pas avoir le jeu, en plus quand il y a des sorties avant et qu'il y aurait possibilité d'y jouer si on rachetait le jeu, alors que nous, on l'aura que dans plusieurs mois sinon. Ça, je comprends que ce soit frustrant, que ce soit agaçant. Je pense honnêtement que le jeu peut se revendre relativement bien aussi, mais... voilà, il y a une différence entre la frustration et la malveillance. Je pense qu'ils se sont foirés. Peut-être qu'ils n'ont pas été assez bienveillants avec les backers, mais je pense que c'est pas l'essentiel en fait du boulot d'un éditeur et du monde du jeu, que la qualité du jeu dépasse le fait de s'être foiré sur des livraisons, et qu'on peut leur reprocher de s'être bien foiré sur la logistique. Mais voilà, c'est un foirage et je pense que... alors, je connais pas l'éditeur, hein, mais je pense qu'ils en souffrent aussi et que c'est pas de la méchanceté, quoi. Voilà, donc ça c'était pour le commentaire niais de fin de vidéo. Moi après voilà, sur tout ça je suis quand même un peu moins dans le côté assurer les privilèges des uns, tout ça, hein, forcément. Mais bon, voilà, c'est toujours la question des problèmes de livraison. J'espère que ce sera mieux sur leur prochain jeu quand même, parce que là ça s'est pas bien passé. Et en tout cas, Stroganov, pour moi, ne mérite pas de boycott. Voilà, et c'est un bon jeu. Donc n'hésitez pas à l'essayer si vous avez l'occasion, de préférence à 4 joueurs, parce que c'est quand même sa meilleure config. Voilà, c'était juste pour mon opinion, hein. C'était pas bien informé cette fois-ci sur la fin, mais c'est à peu près tout. À une prochaine!